Alors, la zone de libre-échange économique, c'est une chance pour les Africains. C'est une chance pour ceux qui essayent de produire en Afrique. Parce que le défi, c'est souvent l'échelle de production. Avoir un marché plus grand permet d'envisager des unités économiques qui produisent à une échelle qui permet d'être compétitif en termes de coûts et qui permettent de diffuser aisément notre savoir-faire pour le valoriser. Pour que ça marche, il faut effectivement des kiosques d'information, des endroits où les usagers peuvent se renseigner en temps réel. Parce que les médias vont communiquer dessus de manière superficielle, mais il faut que les spécialistes puissent être saisis et donner la bonne information aux opérateurs économiques. Mais il faut encore que ce genre de kiosque d'information puisse agir de manière multicanale, aussi bien pour les usagers qui peuvent se déplacer jusqu'au kiosque d'information, que par téléphone, que par mail, que sur les réseaux sociaux, qu'il y ait des possibilités de travailler dans des langues véhiculaires locales, de travailler dans plusieurs langues. Bref, c'est quelque chose d'important. Mais il ne faudrait pas que le kiosque d'information se limite à diffuser l'information formelle, c'est-à-dire ce que prévoient les textes. Parce que très souvent, le problème des usagers, c'est des détails de procédure, sur comment remplir un formulaire, sur comment monter un dossier dans une frontière. Très souvent, les textes sont très bien, mais dans la mise en œuvre, à des moments précis, on se heurte à des petits problèmes opérationnels. Il faut que le kiosque d'information ait la capacité en temps réel de guider les usagers de manière très pratique et très concrète sur comment est-ce que on s'en sort à tel ou tel endroit. Éventuellement même, ce kiosque doit pouvoir recevoir des réclamations, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille sur une frontière, qui est bloqué, peut-être à tort, peut-être à raison, qui puisse s'adresser au kiosque d'information avec des experts qui peuvent lui dire que tu as raison ou bien tu as tort, tu aurais dû faire comme ça, et de manière à sortir des rapports qui finalement nous disent, au vu des réclamations, quels sont les goulots d'étranglement, quels sont les problèmes que les usagers rencontrent, pour aider aussi à faciliter les procédures. Donc 8 points kiosque d'information, pourvu que ça aille vraiment dans le détail des procédures pour traverser les frontières, pour mettre en œuvre cette mécanique de zone de libre-échange, pourvu que ça se diffuse en plusieurs langues et avec plusieurs canaux. Le rôle de la propriété intellectuelle, c'est central. D'abord, comme être vivant, nous voulons bien laisser une trace sur Terre. Je pense que avant même les aspects économiques, il y a comme un accomplissement personnel. Quand vous recevez votre brevet, ça veut dire quelque part que vous avez laissé une signature de votre existence sur Terre. C'est quelque chose d'inimaginable, c'est quelque chose de grand sur le plan humain. Vous avez laissé quelque chose qui sera peut-être valorisé aujourd'hui ou pas, ou peut-être dans 1000 ans, qui sait, quelqu'un lira ce que vous avez imaginé et mettra ça en œuvre. Donc il y a d'abord ce sentiment d'accomplissement personnel. Et puis, ça reste pour l'histoire. Sur un CV, on met qu'on a 3 brevets, qu'on a 4 brevets, qu'on a 5 brevets. Et ça compte, ça pèse. Donc il y a d'abord ce sentiment, cette fierté qui a derrière un brevet. C'est pour ça que c'est important. Mais en plus, c'est vraiment un actif. C'est-à-dire que le brevet veut dire qu'on vous reconnaît la paternité d'une innovation. Une innovation qui a potentiellement une valeur. C'est un actif. Vous pouvez ne pas avoir les moyens de mettre en œuvre cette innovation. Vous pouvez ne pas avoir les moyens de fabriquer ou ne pas être au bon endroit où cette innovation pourrait prospérer. Mais quelqu'un peut vous contacter pour racheter les droits, pour que vous lui donniez la possibilité d'exploiter votre idée. Donc ça reste un actif et je pense que dans tout ce qui est levée de fonds, dans tout ce qui est développement de l'entreprise, ça reste quelque chose qui est valorisé, même en capital, même dans toutes sortes de transactions liées à des partenariats économiques. Donc le brevet a vraiment ces deux volets, d'être à la fois quelque chose de fierté personnelle et puis un actif pour l'avenir, pour vous-même et pour vos enfants, parce que ça peut se déclencher même après vous. Vos ayants droit peuvent en profiter. Donc c'est vraiment un actif, aussi bien émotionnel qu'économique. La propriété intellectuelle, c'est un outil essentiel pour le développement économique. Vous ne pouvez pas imaginer devoir innover tout seul, mettre en œuvre votre innovation tout seul, le valoriser tout seul, le vendre tout seul,
le promouvoir tout seul. C'est pas possible. Les questions sont complexes et on est amené à collaborer, à travailler avec d'autres, soit tout le long de la chaîne de valeur, soit même au moment de la création, de la matérialisation d'une idée. Et c'est la propriété intellectuelle qui permet de clarifier et donner donc la possibilité à plusieurs personnes de travailler ensemble en toute confiance. Sans la propriété intellectuelle, nous sommes tous piégés par la peur d'être copiés. Et donc on s'isole, on essaie de tout faire seul et on a des résultats médiocres. Du fait qu'on peut, dans un brevet, être copropriétaire à 2, à 3, à 4, ou en équipe, en tant qu'entreprise constituée, permet précisément de déclencher en toute confiance, en toute sérénité, des travaux collaboratifs qu'on va revendiquer tous ensemble pour avancer. Ça permet aussi qu'une fois que vous avez le brevet, vous puissiez envisager que d'autres personnes l'exploitent dans une relation commerciale ou partenariale basée sur la négociation de l'exploitation de votre brevet. Sinon, vous ne pouvez même pas envisager ça parce que vous allez vous dire, celui qui va fabriquer, il va continuer à fabriquer sans avoir besoin de moi. C'est votre brevet qui fait qu'il a besoin de vous. Il faut que vous lui concédiez la possibilité de fabriquer ce que vous avez imaginé, soit pour une quantité donnée, soit pour une durée donnée. En tout cas, dans un canevas qui vous permette, en confiance, de faire ce lien de partenariat qui garde votre actif, qui vous permet d'avoir les retombées de votre innovation. Donc ça permet vraiment de travailler ensemble en toute sérénité. Ça permet, une fois même qu'on a fini, de travailler avec les autres. C'est vraiment l'élément central qui permet la coopération et les partenariats. Et aujourd'hui, avec le numérique, il y a une possibilité extraordinaire de travail collaboratif parce qu'on a en Afrique une diaspora très forte, bien implantée partout, sur des questions techniques. Mais comment faire pour que, entre des personnes distantes, il peut se créer des groupes pour travailler et inventer, pour travailler et faire des prototypes? C'est que dès le début des discussions, il faut mettre la question de la propriété intellectuelle au centre, rassurer toutes les parties que, au fait, on est dans une co-construction qui va déboucher sur un brevet commun, peut-être mettre ça dans une lettre d'intention ou dans un contrat préalable. Et ça vous permet de travailler, à tout le monde de donner le meilleur de lui-même, sans avoir peur que les uns et les autres vont copier. Donc la propriété intellectuelle, c'est l'outil de transparence idéal pour permettre le travail collaboratif, le partenariat et toutes sortes d'échanges. Et c'est ça qui va être vraiment le moteur de développement économique. Vous pouvez créer quelque chose dans un pays X et le faire développer dans 15, 20 autres pays sans même avoir à supporter des charges logistiques, juste parce que vous transférez la propriété intellectuelle, de la possibilité à d'autres acteurs qui ont la capacité technique de produire ce que vous avez imaginé dans d'autres horizons, élargir les parts de marché et gagner de l'argent pour vous et pour les autres. Donc, c'est le moyen, c'est l'outil qui permet effectivement la diffusion des savoirs qui restent la matière première économique la plus forte. Donc, c'est très important. Il faut évidemment promouvoir la propriété intellectuelle parce que c'est important. Il faut que dans les écoles, très tôt, on sensibilise les jeunes à l'idée même de la propriété intellectuelle avant même de voir la technique de la chose. C'est-à-dire à l'idée même qu'effectivement, ils peuvent avoir une idée, ils peuvent la breveter, ils peuvent la valoriser avec ce brevet. C'est une idée qui doit être dans l'esprit de la plupart des gens et ça nécessite donc une forte vulgarisation. Mais pour promouvoir cette propriété intellectuelle, il faut qu'elle soit effective. C'est-à-dire qu'au-delà des vertus qu'on peut accoler à la propriété intellectuelle au brevet, comme ça de manière théorique, il faut que de manière pratique, ce soit effectif. Ça signifie que dans les États, il faut une lutte contre la contrefaçon. Il faut que le détenteur d'un brevet ait la facilité, ait l'appui des pouvoirs publics, de la force publique, pour contraindre ceux qui essayent de copier, de pirater. Si on a des brevets et que finalement les gens peuvent copier, pirater, finalement ça diminue l'intérêt des brevets. Or, les gens ne peuvent pas agir d'eux-mêmes. Il y a la justice, mais il faut qu'elle soit diligente. Et les gens n'ont peut-être pas parfois les moyens même d'aller en justice, parce que les spécialistes de la propriété intellectuelle
ne courent pas les rues. Et puis c'est une procédure civile, ça peut être long, ça peut demander des fonds de cantonnement, ainsi de suite. Donc il faut regarder au niveau législatif ce qu'il faut faire pour faciliter la revendication de quelqu'un qui est floué de son droit à la propriété intellectuelle. Il faut voir comment on pourrait mettre donc en place des organismes qui pourraient aider les inventeurs à défendre leurs brevets. Parce qu'ils n'en ont réellement pas les moyens. Ça ne sert à rien d'avoir un brevet si vous ne pouvez pas le défendre. Et pour défendre, ça demande du temps, des moyens. Et d'ailleurs, le brevet lui-même doit pouvoir vous protéger de par sa rédaction. Et ça même, c'est très technique. La rédaction d'un brevet, ce n'est pas évident. Donc il faut des experts disponibles qui aident à rédiger des brevets d'invention pour que le brevet en lui-même, dans sa rédaction, puisse protéger. Je pense que beaucoup de gens font des mémoires de brevets un peu comme ça, à la va-vite. Bon, après, ils ont un brevet. Mais quand il y a le contentieux, quand on lit le descriptif, ce qu'ils ont écrit, parfois les failles même liées à ces mémoires de brevets, malheureusement, ne leur protègent pas de leurs droits. Donc c'est un domaine trop sérieux pour qu'on le laisse l'inventeur comme ça à se défendre tout seul. Il faut des organismes qui ont les moyens d'accompagner les inventeurs. Quitte à ce que, pourquoi pas, ces organismes soient copropriétaires des brevets. Moi, j'imagine bien une structure où un inventeur vient volontairement voir un organisme pour dire, ok, on est copropriétaire du brevet, mais à charge à cet organisme-là de défendre le brevet dans le monde entier. Parce que ça demande des moyens. Il faut inscrire le brevet, après il faut payer les annuités, après il faut au maximum étendre la zone d'influence. C'est quelque chose d'assez colosse pour les inventeurs pris individuellement.